Bonjour Ralph Signamin. Bonjour Monsieur Dudon. Vous êtes à la tête d'une entreprise, on pourrait dire 2.0, qui porte votre nom, Signamin. Oui. Une entreprise, et ce n'est pas banal, de pompes funèbres, de funéraires, si j'ai bien compris. Oui. J'ai l'impression que vous préférez ce terme. On en reparlera. L'activité funéraire. L'activité funéraire, je retiens. Et outre le fait que vous ayez fait le choix de vous appuyer sur les opportunités offertes par l'univers numérique, vous avez aussi innové dans le choix de votre parc automobile en y intégrant un véhicule funéraire de la marque Jaguar. Une Jag, comme on dit familièrement, pour transporter nos défunts jusqu'à leur dernière demeure. C'est comme ça qu'on dit. Et derrière ce choix, il y a toute une histoire que vous allez nous raconter tout à l'heure. Mais dites-moi d'abord, placez l'innovation au cœur de votre société. Répondez à quels objectifs, à quelles ambitions? Alors, quelles ambitions? Je veux dire plusieurs, parce que la première, c'est quand j'ai intégré cette activité funéraire, j'étais pas du tout dans cette activité. J'étais au niveau de la banque, et puis quand il y a eu un décès de la famille, je me suis replongé dedans, j'ai commencé à réfléchir, et on était en plein boom Internet, on était en plein boom sur la digitalisation, et toute ma réflexion dans le monde du funéraire est basée sur ce point. Donc, on s'était d'ailleurs rencontrés une première fois parce que j'étais parti sur les services funéraires en ligne avec un mémorial virtuel où on pouvait, on avait développé une plateforme avec un QR code pour pouvoir intégrer tout l'univers mémorial d'un défunt et les échanges avec les familles. Et puis, j'ai été encore un peu plus loin dans ma démarche où je suis parti sur un projet lié à la blockchain, en plus. Ça, c'est un projet qui remonte, ça fait depuis 2 ans aussi. Un projet lié à la blockchain, où on sécurise ses dernières volontés dans la blockchain et on est capable de pouvoir... on avait imaginé à l'époque un crypto-actif qui permettrait de pouvoir transférer des fonds. Alors, on était parti sur beaucoup de choses. Mm-hmm. Et c'est toutes ces années-là qui m'ont vraiment, où je me suis complètement baigné et intégré et impliqué dans le domaine et dans l'écosystème blockchain. Et il y avait donc une atmosphère qui était favorable à ça, selon vous? Oui, il y avait une atmosphère et c'était le temps. C'est-à-dire que la technologie blockchain arrivait, il y avait... on était dans un secteur d'activité qui ne bougeait pas. On était dans un secteur d'activité qui était encore très conservateur et on s'ouvrait sur ces nouvelles technologies. Justement, sur ce point, j'étais en train de poser la question, je suppose que ce n'est pas passé inaperçu, justement, vous parlez d'un milieu un peu conservateur. Alors oui, le milieu est conservateur, puisque c'est un milieu qui touche un peu, c'est un peu tabou, c'est un peu, pour certains, voilà, ils ne veulent pas trop en parler. Mais les nouvelles technologies permettent de pouvoir bouger et de pouvoir avoir une nouvelle relation. Je prends le cas par exemple qui est lié à la blockchain. La blockchain, on peut faire beaucoup de choses. On peut imaginer même tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Prenons le cas par exemple du deuil. On parle de deuil parce qu'il y a une personne physique qui n'est plus. Donc il y a tout un travail psychologique qui va faire comment on va vivre avec cette séparation. Si maintenant, demain, vous avez l'intelligence artificielle qui permet de pouvoir recréer un lien avec la personne disparue, la notion de deuil change. Le rapport avec la mort va changer complètement parce que à l'heure actuelle, la technologie de l'intelligence artificielle est capable de pouvoir remodeler un être disparu. C'est-à-dire qu'on a vu des cas, par exemple, en Corée, où une animatrice TV s'est fait remplacer par son intelligence artificielle, et c'est cette intelligence artificielle qui est capable de pouvoir interagir. Mais ça casse tellement de modèles économiques. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand je vous parlais d'un modèle qui était conservateur, le modèle conservateur fait qu'on est encore basé sur des agences. D'accord? Avec une relation physique avec la famille qui vient pour organiser. Mais si demain tout est fait différemment, si demain toute cette technologie-là peut casser les codes. Donc, c'est ce qui bloque aussi quand je regarde les banques. Beaucoup de banques disaient, mais on parlait des néobanques, on parlait de ces banques futuristes qui viennent. Et les banques traditionnelles sont en train de changer. Oui, elles ont commencé à s'y mettre après avoir beaucoup résisté. Elles ont énormément résisté, mais elles se disent, mais comment on peut faire?
De plus en plus, vous avez des banques où vous ne voyez plus votre conseiller. Vous faites tout sur Internet, sur votre smartphone et que vous n'avez plus besoin. Voilà, donc il y a vraiment un bouleversement. Et les professions comme les professions des opérateurs funéraires peuvent être impactées par ça. Et vous en parlez avec vos collègues de la profession? Oh non, parce que il y en a beaucoup. Non, je pense que la très très grande majorité sont encore sur quelque chose de marché traditionnel et que ce genre de nouvelles technologies ne vont pas forcément remplacer l'existant d'un coup. Donc non, il n'y a pas de... Mais je pense que c'est sur du long terme ou à court terme, ça peut bouleverser complètement un secteur d'activité. Donc c'est vrai qu'on est précurseur, mais voilà, il n'y a pas un danger immédiat pour ceux qui y sont, mais je pense que si cette technologie arrive à passer le cap, oui, elle a de quoi pour pouvoir bouleverser mais beaucoup de choses. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure du Japon. Est-ce que de la même manière, vous regardez un peu comment ça se passe ailleurs et que vous avez, y compris dans le monde funéraire, vous sentez justement qu'il y a des précurseurs aussi qui font des choses originales, que sais-je encore? Alors oui, il y en a, mais bon, je pense que beaucoup n'appartiennent pas forcément au marché des activités funéraires. Donc imaginons que demain, on reste dans ce cadre-là. Le monde... Parce que l'idée qu'il y a derrière, en parlant d'intelligence artificielle, elle va se nourrir, cette intelligence artificielle, de la vie même, voire des propos, des images qu'on peut trouver sur la toile de cette personne et donner une... ce sera de toute façon un ersatz, mais en tout cas, ça rendra pas mal pour celui qui veut se rappeler de son défunt. Mais même au-delà de se rappeler de son défunt, c'est vraiment une interaction. L'interaction, par exemple, elle est sur... je crée... quand vous avez cette intelligence artificielle, vous avez la voix. Ce qui est la différence avec avant, c'est que quand une personne disparaît, vous n'avez plus sa voix. Donc c'est ce qui manque aussi. Les photos, on voit. Mais le côté interactif et le côté voix, demain, les petits-enfants vont dire, bon, papy, on va aller au restaurant, quel restaurant qu'il y a? Et papy va répondre, voilà, là, si ton passe sanitaire est bon, il pourra aller Et c'est papy qui répond. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, cette voix de Google, vous êtes dans votre voiture, au lieu de dire, OK Google, bah, vous dites, papy, quel est le meilleur tronçon? Et puis il y a papy qui va dire, ouais, bon, bah, écoute, il faut que tu passes par la Galéria. Et c'est avec la voix de papy, avec la ténosin de papy. Et si papy faisait des blagues, peut-être que papy peut sortir une blague à ce moment-là. Voilà dans le monde dans lequel on va. Mais quel accueil a reçu ça? On ne vous prend pas plutôt comme un ovni dans cette affaire? Oui, ça c'est... Non, c'est pas forcément comme un ovni. C'est-à-dire que c'est comme dans tout. Je pense qu'il y a des technologies... Bon, il y a des technologies qui sont des technologies de rupture. La blockchain en elle-même est une technologie de rupture. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont liées par exemple aux crypto-monnaies, au bitcoin, à l'Ether. Il y a un certain nombre de choses comme ça. On a beaucoup de startups qui se sont lancées à travers le monde sur ça. Il y en a une dernièrement qui est une startup française, parce que moi j'avais lancé My Last Will. Eux, ça s'appelle Ternoa. Ternoa, eux, ils vont émettre ce qu'ils appellent des capsules temporelles. C'est-à-dire que vous allez émettre des images, des vidéos, tout ce que vous voulez, et puis à un moment donné, ces capsules-là pourront être transférées et puis vont être libérées à des moments qui peuvent être précis, soit temporels parce que vous avez déterminé une date, ou que ça peut être aussi à votre décès. C'est un projet qui, lui, par exemple, est poussé par un très très gros influenceur qui s'appelle Asher. Ils ont réussi à lever des fonds, c'est incroyable. Ils sont même sur la plateforme Binance. Bon voilà. Donc après, il y a une grosse frustration de ma part parce que bon, je me dis, bah, j'ai buté, mais oui, il y en a. On faut avoir de la chance aussi. Il y a énormément de chance. Ils y sont. Donc je regarde qu'est-ce que ce projet va donner, mais c'est un projet qui peut faire mouche. Vous savez, on parle dans les entreprises, on parle de licorne. Ce que c'est que les licornes? Quand vous regardez les licornes, ce sont des startups, ce sont des entreprises qui ont quoi? Des fois même pas 5 ou 10 ans. Et quand vous regardez sur quel secteur d'activité où elles sont, ou alors sur quel segment de marché, vous vous dites, mais
C'est fou. Mais elles ont une telle valorisation, elles arrivent maintenant à avoir une telle valorisation que c'est quelque chose incroyable. Je regarde la néobanque Revolut, qui est une banque anglo-saxonne, anglaise, qui est exceptionnelle. C'est génial cette banque-là, parce que c'est une banque, j'en ai une carte, vous l'accréditez en euros, mais quand vous allez dans les autres pays, vous fonctionnez avec la devise du pays. Donc ce qui veut dire que par rapport à votre carte bancaire, quand vous allez payer en euros à Sainte-Lucie ou autre, la banque va se faire un plaisir de vous prendre des frais de gestion. Alors que là, non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pratiquement pas. Un, déjà en termes de tenue, mais deuxièmement en termes de devises, des frais de devises. Des frais de change de voilà, devises. Il n'y en a pratiquement pas, puisque vous achetez directement en monnaie locale. Et quand vous payez en monnaie locale. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la seule qui le fait. Il y en a une. N26, c'est pas un peu ça aussi. Il y a N26 aussi, mais bon, N26 a eu beaucoup plus de problématiques. Mais Revolut, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Très bien. Ouais. Mais là encore, je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Lorsque vous en parlez autour de vous, vous avez l'impression que ça fait tilt un peu, ou que les gens disent bon, c'est pas pour aujourd'hui, ou que c'est encore. Alors, c'est pas pour aujourd'hui. Des fois, si on regarde sur notre marché, on se dit non, mais ça, c'est peut-être pas pour nous. Sauf que quand on peut le voir au niveau mondial, et que souvent, c'est pas pour un marché local quand vous le faites. Vous le faites pour un marché beaucoup plus global. Et quand vous êtes sur un marché global, là, vous rendez effectivement des opportunités que ça. D'accord ? Voilà, donc il y a... C'est une invitation, en fin de compte, à penser global, large, d'autant que vous avez, par exemple, dans votre cas, une activité locale, mais vous avez aussi une activité, une agence au niveau du national. Alors oui, mais ça faisait partie effectivement de ce projet-là. C'est-à-dire que, vous savez que quand vous sortez des Antilles et que vous voulez capter un marché et intéresser les investisseurs, si eux-mêmes ils ne voient pas que vous êtes investi sur un marché, au marché national, ils vont avoir un peu de recul. Mais voilà, ils ont du recul, très clair. Donc l'acquisition que j'ai faite à Paris allait dans ce sens, pour montrer qu'on a des compétences, on a un certain nombre de choses et que maintenant on est capable de pouvoir montrer en tant que porteur de projet, on a investi et qu'on demande que d'autres personnes puissent venir nous rejoindre pour aller. Ils trouvent l'intérêt. Quand je parlais d'un secteur d'activité conservateur, c'est intéressant parce qu'un secteur d'activité qui est conservateur crée des opportunités. Toujours, il y aura toujours des opportunités. Et il y a des investisseurs qui vont croire, qui vont trouver l'idée, qui vont nous dire génial. L'idée est géniale. Ils trouvent l'idée géniale. D'accord ? Parce qu'on peut aller vers l'ubérisation également des services funéraires. Mais ils sont frileux dans ces cas-là. Même s'il est trop génial, parce que lorsqu'il s'agit de sortir des fonds... Il faut effectivement sortir des fonds. Après, bon voilà, je vais vous dire, des fois c'est un coup de chance. Vous avez beau mettre les choses sur le papier, montrer qu'il y a une stratégie, que ça se tient, que tout se tient, que vous pensez à des trucs, il faut être là au bon moment. D'accord. Il faut être là au bon moment, trouver la personne au bon moment. Ça renvoie à la frilosité dont on parlait sur le cas d'un autre invité du podcast où on évoquait le fait que les banques, face à quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir, étaient réticentes. Cela dit, venons-en, si vous permettez, à cette Jaguar que j'évoquais tout à l'heure, la marque automobile anglaise dont la réputation n'est plus à faire, une marque qui avait le jour en 1935 déjà. Elle devait, aux yeux de son créateur, l'anglais William Lance, renvoyer à l'image de la grâce, de l'élégance, de la puissance et de la fougue du félin éponyme, le Jaguar en l'occurrence, et ce sont des propos tenus dans le magazine en ligne Turbo, dans un dossier qu'ils avaient fait sur l'histoire de la Jaguar. Mais alors, d'où vous est venue l'idée de faire appel à une Jaguar pour accompagner nos morts ? Alors, c'est vrai que nous, on a un service qui est un peu particulier. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, comme moi, j'ai été touché par un décès de mon père de cœur, c'est vrai que là, j'avais envie de pouvoir faire une cérémonie. Et dans mes cérémonies, on a une façon d'aborder les familles, parce qu'on est là pour les accompagner. On n'est pas uniquement, je dirais, pour faire des démarches administratives et faire le transport de corps ou d'organisation de veillée. Non, on a vraiment un travail qui se fait dans ce sens. Et à l'époque, je n'avais pas de corbillard.
Et la grande majorité des corbillards qu'on avait en Martinique, c'était des corbillards Mercedes. Je vais dans un salon en France, le salon funéraire, et boum, bam, je tombe sur le stand de la famille Wilcox, qui sont une famille de préparateurs anglais et qui présentent un véhicule Jaguar. Qu'est-ce que vous appelez préparateur anglais pour être précis? C'est-à-dire qu'ils prennent un modèle de base, d'accord, et c'est une famille qui sont spécialisés, eux, c'est une entreprise familiale spécialisée dans la transformation de véhicules en véhicules utilitaires pour les opérateurs funéraires, que ce soit pour le transport de corps ou pour les cérémonies, et ils se sont fait une spécialité, bien sûr, ce sont des Anglais, sur la Jaguar. Et ils présentaient, ils étaient venus, je crois que c'était en 2018, ils étaient venus parce que ils voulaient attaquer le marché français avant le Brexit. Ah oui. Il y aurait, voilà, parce qu'à l'époque, tout le monde parlait du Brexit et que le Brexit allait arriver et que donc du coup, ça aurait été très compliqué de pouvoir commercer. Avec. Et ils sont venus et j'ai vu le véhicule. Alors c'est vrai que ça a étonné beaucoup de personnes, puisque la plupart du temps, ce sont les Italiens et Pilato, ou bien les Français qui présentent des véhicules funéraires. Et eux, ils étaient là. Alors, voilà, c'est la première fois qu'ils venaient pratiquement. C'est la première fois, et moi c'était la première fois que je venais. D'accord. Voilà. Donc, on y va, comme ça, et puis bon, le feeling est passé avec, c'était la fille Wilcox qui était responsable marketing et qui était venue sur le salon, et le feeling il est passé comme ça. Donc on a pris la blague, on a bu un café, elle m'a donné un prix, je dis bon d'accord, mais il s'avère que le prix qu'elle m'a donné était inférieur au prix des Mercedes. Parce que vous étiez venu là dans l'optique d'acheter quelque chose, de trouver un véhicule. Voilà, de trouver un véhicule, voilà. Et ça s'est fait comme ça. Je parlais souvent de chance. Des fois, il y a la chance qui fonctionne bien, il y en a d'autres, bon voilà, c'est peut-être pas le moment, donc il faut peut-être soit attendre ou soit faire autre chose. Mais là, dans ce cas, bon voilà, on a échangé nos cartes, on a échangé les trucs, elle a montré le véhicule. C'était le véhicule qui était en plus un véhicule qu'ils avaient préparé spécialement pour la France, donc avec le volant à gauche, tout et tout, hein. Le modèle d'exposition qui était là. Bon, modèle d'exposition, jamais roulé, machin, pas d'immatriculation. J'ai dit bon d'accord, ok. On a pris Elle m'a montré le véhicule qui est très simple, en plus qui était blanc. Ça tombait bien. Ça tombait bien parce que je voulais pas, non seulement pas de peinture, mais tout le monde avait des voitures noires, bleues. Un peu funeste, au funèbre. Et là, je me suis dit, bon, tiens, ça tombe bien en plus de ça, ça va être une Jaguar. La marque, elle est différente. 2, elle sera blanche. Voilà, tout ce qu'il fallait, impeccable. Et puis, c'était le financement qui manquait. Le financement. Et là, encore une fois de plus, quand je suis revenu en Martinique, on arrivait pratiquement en fin d'année. Et ce qui s'est passé, c'était le système de déficit. Voilà. Donc ça tombait bien. Ça tombait bien. Voilà. Tout s'est enclenché, clac, 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 pour pouvoir acquérir le véhicule. Il y avait encore un autre souci, c'était de se dire, bon, le véhicule vient en Angleterre, mais il faut donc qu'il passe les différentes habilitations pour la France. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un autre préparateur, un préparateur d'ambulance, qui lui intégrait sur le même salon. Qui était sur le même salon. Qui était le même salon. C'était à Villepinte, je crois. Voilà, exactement. C'est un préparateur d'ambulance qui lui voulait rentrer dans le marché du funéraire. Et je l'approche, je dis bon voilà, le véhicule là-bas m'intéresse, mais il faudrait peut-être trouver pour faire des habitations. Il me dit bon, ça tombe bien, il vient souvent en Martinique parce qu'il vend des ambulances en Martinique et que pourquoi pas? Parce que voilà. Ah ben, il se lance dedans. Voilà. Et ça c'est fait. Il m'a permis d'avoir l'habilitation pour le véhicule et voilà, et on l'a fait rentrer. Très bien. Tout simplement. Ça c'était quelque chose de... Mais dites-moi, déjà, vous dites que ce sont des préparateurs. Oui. Ils avaient déjà l'habitude de travailler l'anglais, là, Wilcox, c'est ça? Wilcox, ils ont l'habitude de travailler avec le modèle Jaguar. Ils sont agréés Jaguar. Donc ça veut dire qu'en Angleterre, on trouve des véhicules de cette nature affectés au monde funéraire, oui, oui, avec des Jaguars. Wilcox. Et d'ailleurs, même la famille Wilcox a des véhicules Wilcox pour la famille anglaise d'Angleterre. Voilà, pour la famille royale. La famille royale. Donc voilà, et je vous dis, moi,
Wilcox, quand ils m'ont envoyé le véhicule, ils m'ont fait un cadeau. Ils m'ont fait un chapeau. J'ai un chapeau fait par le chapelier de la reine, numéroté. C'est un haut de forme, là. Moi, je trouve ça. Que vous gardez précieusement. Il est dans la boîte, toujours. Il est dans la boîte avec le numéro, avec le truc. Je dis, pire des cas, je pourrais vendre ça sur eBay. Et ce sont des choses qui rendent l'histoire encore un peu plus sympathique, si j'ose dire, même s'il s'agit quand même, après tout, de l'affecter au monde de la mort. Comment les gens qui vous faites des prestations de service en l'occurrence, lorsque vous proposez, vous parlez d'une Jaguar, est-ce que vous êtes amené à d'abord en parler, ou est-ce que ce sont les gens qui en ont entendu parler et qui se disent, tiens, Non. comment ça se passe? Non, parce que... Alors, vous l'avez depuis combien de temps déjà? Ça va faire quoi? Ça va faire 3, 4 ans, 3 ans, ouais, 3 ans. Mais non, non, les familles, non. C'est une fois qu'elles sont là, il y en a qui disent c'est vous qui avez la Jaguar blanche, c'est vous qui avez. Oui. Parce qu'ils en ont entendu parler. Ou ils ont vu. Ou ils ont vu en cérémonie. Mais vous sentez d'ailleurs, lorsque en cérémonie, vous voyez des gens regarder, que ça ils sont interpellés. Oui. Oui. Ouais. Oui. Vous les entendez dire des choses? Oui, il y en a qui disent Jaguar. Bon, savoir maintenant qu'en Martinique, on a 2 Jaguars. Il y a un autre confrère qui est au Nord de Rouge qui a une Jaguar, lui de Pilato, et moi qui est celle de Wilcox. Donc, et Wilcox, en France, je crois qu'on en a 2. Ils n'en ont pas vendu depuis. Ah bon? Ouais. Parce que c'est beaucoup plus un modèle italien qui se vend, modèle européen et italien. Et Wilcox, je crois que nous sommes 2. Donc il y en a une en Martinique et une autre dans le sud de la France, je crois. Et c'est pas le Brexit qui va arranger les choses? Là, non, là c'est fini, à mon avis. Non, parce que c'est les véhicules maintenant avec le Brexit qui sont hors de portée. Quoi. Avec les taxes de douane, c'est plus la peine. Et qu'est-ce qui fait que dans les prestations que vous offrez, à un moment, c'est le véhicule Jaguar qui va sortir? Non, parce que nous, on le propose systématiquement. C'est notre véhicule de corbillard, donc c'est notre véhicule de cérémonie. Donc on va le proposer maintenant pratiquement à chaque cérémonie. Et c'est vrai que il n'y a pas que le véhicule, parce qu'avoir un véhicule, c'est pas ça qui fait le tout. Je pense que c'est aussi le service, c'est un ensemble. Et je pense que dans l'ensemble, voilà, la famille, ouais, elle est satisfaite, mais de l'ensemble. D'accord? Voilà, ils vont se dire, ben, à l'accueil, à l'agence, ben, tiens, pour la cérémonie funéraire, on a eu un beau véhicule. Et puis au niveau du cimetière, ils ont fait une cérémonie. Et quand ils regardent la globalité, ils se disent, ok, on a eu, ou notre défunt a eu un enterrement qui correspond à ce qu'ils attendaient. C'est l'ensemble, c'est le global. Oui. Mais tout de même, le véhicule, ce serait la cerise sur le gâteau, peut-on le dire comme ça? Ça va. Je pense qu'à ce moment-là, quand ils voient le véhicule, voilà, on sent que voilà, ça amène, pas une fierté, hein, mais ça amène quelque chose. Hein, oui, c'est un plus. Un soulagement en plus en disant, voilà, ben, au moins, ils ont fait un bel enterrement. Parce que les gens, effectivement, comme dans leur vie, dans nos pays, ils ont un souci, j'allais dire des apparences, mais c'est peut-être un peu négatif. Mais c'est l'idée que ce soit des choses belles, et particulièrement au moment de la mort, et ça participe de ça aussi. Alors, et puis, je pense que c'est aussi lié à... Vous savez, nous sommes une entreprise, nous sommes, voilà, je veux dire, récents dans le monde funéraire, puisque bon, la plupart du temps, on connaît les entreprises qui sont là depuis plus longtemps. Et quand une famille nous choisit, elle nous choisit, mais aux alentours, ils entendent, ah oui, mais on a l'habitude de fonctionner avec telle entreprise, ou pourquoi vous n'avez pas choisi telle autre entreprise qu'elle a depuis, c'est qui eux, on ne les connaît pas. Voilà. Et le véhicule ça les soulage. Ça les soulage aussi, ça je me rends compte énormément dans le choix de l'entreprise. Et c'est pas pour rien que, effectivement, le modèle Jaguar, quand j'avais choisi ça, c'est aussi pour contrebalancer notre manque de notoriété. D'accord? Et donc, du coup, ça soulage aussi les familles. On dit, ah ben, il n'est pas venu avec un vieux véhicule, parce qu'il serait venu aussi avec un véhicule. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Parce que souvent, il ne faut pas oublier qu'un enterrement, c'est assez critique dans une famille. C'est des moments qui sont relativement
dur à difficile. supporter, et puis il y a des Parce que, conflits vous aussi qui avez des peuvent conflits. naître. Moi, ce que je trouve le plus difficile dans une opération funéraire à faire, c'est les avis d'obsèques. Ah, ça C'est effectivement. les avis d'obsèques. Non, mais c'est clair. Et vous êtes entre le marteau et l'enclume Ah, non, souvent mais- dans ce cas-là. Quand il y a un problème de machin, on n'a pas cité tel nom, ou bien ça crée un souci. Et ça réveille des problèmes dans une famille, hein, les avis d'obsèques. Et donc, quand vous avez une famille, voilà, vous avez ça, le véhicule, d'accord, ok. Voilà, donc là, arrêtez de parler, vous allez, on a fait le bon choix. Et tout le monde est fier. Ouais. Mais dites-moi, est-ce que, alors vous n'avez qu'un véhicule, compte tenu du marché aujourd'hui, vous pourriez Alors, envisager d'acheter Non, je suis pas encore nouvelle arrivé- Jag? non, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Non, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Et non, pour l'instant, avec un seul véhicule. Par contre, on a pris un nouveau fourgon. Parce qu'avant, on a le modèle Jaguar qui fait que cérémonie funéraire. On a le premier véhicule qui est un véhicule mixte qui fait transport de corps plus cérémonie qui est un Ford Transit. Et puis, on a acquis il y a à peu près un an et demi, un Ford Rangers. Donc, on a un fourgon Ford Rangers. Et je l'ai acheté parce que je me suis dit, comme on est en Martinique, quand on a des problématiques de route inondée ou de problématiques pour aller récupérer un corps un peu compliqué, lourd, voilà, ou si demain il y a un tremblement de terre, s'il y a quoi que ce soit, au moins on a un véhicule tout-terrain. Donc, on est les seuls à avoir un véhicule un véhicule funéraire tout terrain. Et ça, c'est un choix aussi volontaire. Et c'est important qu'une entreprise comme la vôtre, notamment un chef d'entreprise comme vous, puissiez être très à l'écoute ou très concerné par le marché automobile, parce que si vous parlez de Ford, de ceci, de cela, vous en savez plus que moi. Hein. Alors, oui, moi c'est, vous savez, moi, les véhicules, le choix des véhicules, c'est les choix de véhicules opérationnels. D'accord? Donc, je sais que quand je vais récupérer un corps, ça nous arrive des fois d'être dans des coins où la pente est super raide. Des fois, on se dit, bon, quand on a un véhicule classique, on se gare loin et puis à au bout de bras, bon, on l'amène et on va chercher le corps. Là, quand vous avez un véhicule comme le Ford Rangers, vous allez n'importe où. Vous allez n'importe où. On a déjà fait des récupérations de corps, malheureusement, sur des personnes qui sont décédées sur les chantiers. On peut aller au plus près. D'accord? Parce que Avec même ce si type le de terrain véhicule. est défoncé, si le terrain est abîmé, on peut aller avec ce type de véhicule-là. Donc ça évite aussi de récupérer un corps et puis de passer à travers les badauds. Voilà. Parce que maintenant, c'est de plus en plus des personnes filment pour beaucoup de choses. On a vu dernièrement. Non, voilà, nous, on peut aller au plus près du lieu de récupération et c'est aussi une façon d'aborder les choses. Voilà, mais oui, les véhicules ont cette importance. C'est quel carburant qu'il utilise Diesel. Le diesel. Ouais. Je suppose que vous n'êtes pas sans savoir que les véhicules thermiques sont en voie de disparition. Il y a une date butoir qui a été avancée pour des raisons de réchauffement climatique. Est-ce que vous envisagez de la transformer justement à partir de ça? Parce que je sais que c'est possible maintenant de remplacer un moteur thermique par un moteur électrique. Ce sont des choses qui sont envisageables pour vous? Je pense que ça peut être, alors transformation, je ne sais pas, il faudrait qu'on voit effectivement dans ce qui est possible de faire. Cas ça peut être possible, puisque bon, ça veut dire qu'il va y avoir je pense que même là, un marché comme ça va. Quel impact ça va avoir sur le marché, quel impact ça va avoir également sur le monde des garagistes, hein, les petits indépendants, comment ils vont faire eux? Parce que quand on va passer à tout l'électrique, je ne suis pas sûr qu'ils auront les armes nécessaires pour pouvoir se positionner. Donc je pense que les concessionnaires, eux, vont être, une fois de plus, c'est eux qui vont garder le marché. Alors, on a un quatrième véhicule, hein, un véhicule fonctionnel qui est une Zoé. Oui. Un modèle que j'utilise d'ailleurs. J'ai un véhicule tout électrique. Un véhicule personnel ou Non, d'entreprise? un véhicule d'entreprise que j'utilise moi pour mes démarches. Voilà, le véhicule de fonction, c'est une Zoé de Renault. Voilà. Et vous avez fait ce choix-là pour quelle raison? J'ai fait ce choix-là simple, parce que je me suis dit, moi je suis énormément sur le centre de l'île. Et j'ai fait ce choix parce que je voulais fonctionner en LLD, location longue durée. Je ne voulais pas faire d'acquisition. Et quand j'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché, je me suis dit, tiens, pourquoi
pourquoi pas. Donc j'ai pris la Zoé, je suis très satisfait. 100% électrique? 100% électrique. Alors la capacité est de 340, 350 km. Il faut combien de temps vous faire ça en Martinique? Alors ça dépend, on peut rouler énormément en Martinique. En 3 jours, on peut le faire. Mais à quel rythme de consommation de recharge? Ouais. Ça, par contre, c'est effectivement, là, il faut que je regarde. Parce que je me demande si... J'ai pas fait encore le choix de mettre une borne à la maison, mais je pense que je vais faire le choix d'une borne à la maison, parce que la recharge sur prise électrique, ça prend un peu plus de... Bon, ça prend, allez, on va dire, plus de 8 heures. Quand vous êtes sur une borne, en 1h30, vous avez fait votre recharge, ou bien quand vous allez au cinéma, vous pouvez faire votre recharge gratuite. Et en termes de coût, je trouve que le coût est moins élevé que si j'avais pris une voiture et une voiture thermique. Ouais. Donc c'est tout bénef. Oui, oui, oui. J'avoue que je suis conquis par la Zoé. En termes de place, elle est une voiture qui est agréable à conduire. Et quand vous embarquez les gens, tout le monde dit mais ça fait pas de bruit. Comme quand le bruit reste problème. Oui, mais ça fait pas de bruit, mais ça démarre tout seul. Je dis oui, elle est géniale. Après, il y a d'autres véhicules beaucoup plus prestigieux qui le font, mais non, j'ai pas d'intérêt d'aller vers un véhicule plus prestigieux que ça. C'est-à-dire, si je veux rouler dans une voiture de prestige, ben, je sors la Jaguar. D'accord. Mais voilà, donc je suis bien dans la Zoé, très très bien. Vraiment. Vous savez ce que représente le marché Jaguar en Martinique? S'il y a des voitures à part les non, on le voit. D'accord. De plus en plus, on voit des e-Space, on voit des modèles Jaguar en Martinique. Et vous en pensez quoi de les voir justement comme ça? Alors, je vais dire, après, c'est pas, je pense que je pense qu'il faut gagner par rapport au prix. Je pense que vous avez la marque Jaguar, vous avez des prix qui sont équivalents maintenant à une marque comme Mercedes ou BM. Donc je pense que quand on veut peut-être ne pas ressembler peut-être aux autres, il y avait la marque Jaguar, donc il y en a qui ont été vers la marque Jaguar pour ça. Donc c'est bien. J'ai été vraiment surpris sur la voiture, c'est comme pour Porsche. Je me rappelle, la première concession Porsche, c'était Benoît de Jaham qui avait. Bon, on voyait quelques Porsche. Maintenant, des fois, j'aimerais d'avoir 2-3 Porsche passés. Donc je dis, wow, voilà, il y a un marché pour ça. Et qui ne roulent pas nécessairement très vite devant vous. Hein. Non, mais c'est ça le truc. Mais après, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez... Alors, je ne sais pas si faudrait qu'on fasse cette étude-là, mais j'ai l'impression que les grosses cylindrées, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui roulent dans ces grosses cylindrées. Ah. Oui. Moi, je constate, je trouve beaucoup plus de femmes qui roulent en Porsche que d'hommes, ou bien même de la Jaguar. J'ai vu beaucoup, moi je vois, alors peut-être que, voilà, c'est peut-être, je les vois, mais c'est marrant ça. Non? Oui. Faudrait peut-être, je sais pas, peut-être je dis ça comme ça, peut-être que c'est, bon là peut-être ça fait partie peut-être de c'est marrant ça. Ce que disait William Lyons, il parlait de grâce, d'élégance, de puissance et de fougue. Alors, et puis peut-être que c'est lié aussi à un secteur d'activité, parce que souvent quand vous avez des véhicules comme ça qui sont des véhicules de prestige, on peut se rendre compte que ce sont aussi beaucoup de personnes qui sont indépendantes, donc tout ce qui peut être des travailleurs travail libéral comme les infirmières et autres, on les voit dans des grosses cylindrées aussi. D'accord, bon, ça m'arrive de voir sur des véhicules le macaron, donc je dis tiens, tout ça. Voilà, donc oui. Mais non, moi je trouve ça bien. Mais de plus en plus, c'est vrai qu'on ira vers. De plus en plus, je vois des Zoé aussi. Ouais. De plus en plus, je vois des voitures électriques. Maintenant, on voit des pubs que pour les voitures électriques, avec des capacités de l'ordre de 600 à 700 km. Je trouve ça bien. Et puis, on a une démarche quand on le fait, c'est aussi une démarche, je pense, écologique. D'accord. Alors, peut-être paradoxalement. Oui, alors écologique, si effectivement, alors tout écologique serait très bien si la borne, alors je sais que maintenant on trouve de plus en plus de bornes qui sont notamment avec des entreprises comme Green Technology et Easy Drive, qui font des bornes électriques, solaires, et effectivement on va dans cette logique-là, et si on va dans cette logique-là, c'est une bonne chose. Ouais. Et parfois des bornes intelligentes, comme on les appelle encore, pour ne pas trop puiser sur la production globale d'électricité. En tout cas, merci de nous avoir fait rêver un peu avec la Jaguar.
Ralph Signamin, merci encore d'être venu et répondre aux questions de Ouvango. D'accord, mais merci à vous. Au Ok, plaisir. au revoir.